principe d'autonomie. Chacun doit pouvoir dire voilà ce que je sais faire. Je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire. Et ce que je ne sais pas faire, il faut que je n'enseigne pas les sciences, on ne comprend pas les sciences, etc. Allez, je fais le point là, bon, et je vais apprendre. Ça c'est important, mais il faut quand même que l'État employeur mette les moyens qu'il faut pour que la personne puisse apprendre. Et c'est là qu'il y a. C'est pas par Internet qu'on apprend. C'est pas par Internet qu'on apprend. Beaucoup de recherches montrent qu'on apprend beaucoup par la collectivité, qu'on apprend en groupe, on n'apprend pas tout seul dans son coin. D'accord ? Ces échanges, c'est ce qui est important dans la quête d'une vérité. Et surtout que c'est une base de données. Oui, combien là c'est très grave, c'est une base de données. Alimenter. Voilà, qui peut servir aussi. C'est un outil de contrôle, de management, c'est pas autre chose. C'est pour ça que je suis sur le fond, bien sûr. Ça c'est une outil informatique. Et moi je mettrais des grosses réserves. Enfin, je ne sens pas cette histoire de soft flicage par soi-même où on s'auto-flique et on flique les autres mutuellement comme ça. Sur le papier, c'est vrai que c'est très ouvert, c'est très moderne, mais moi, à la limite, je préfère avoir un chef avec qui je peux m'opposer et dire non, plutôt que cette sournoiserie dans la dictature qui fait que je vais me fliquer moi-même. Ah oui, c'est des instruments qui se mettent en place par autocontrainte. C'est très néolibéral, dans la justice aussi, on tend à faire fonctionner comme ça, de remplacer les peines par de l'auto, où le condamné choisit sa propre peine, choisit le bracelet ou la prison, etc. Moi, je n'ai pas envie de choisir, je préfère, à la limite, encaisser, mais de front, et dire non. Oui, je pense qu'il y a une invention aussi dans l'auto-formation, parce que l'auto-formation, en fait, d'après ce qui est dit, ce serait effectivement soi-même définir des objectifs, mais de soi, quoi, en fait, et être relayé et demander à l'institution de pouvoir être lié sur les moyens. Voilà. Et là, ce qui se met en place, c'est le contraire. Il me semble que finalement, les objectifs, ils viennent pas de nous, ils sont quand même dans une liste donc, qui nous est donnée, et les moyens, on doit nous les mettre nous-mêmes à disposition. Donc je pense qu'il y a une inversion de la situation. Et ce qui est sous-entendu, mais qui est implicite et absolument imposé, c'est de faire du chiffre. Après, on est censé être libre de choisir les moyens personnels de faire du chiffre. Mais je vais parler de faire du chiffre, je fais quoi ? Comment faire du chiffre avec les élèves ? Je ne sais pas. Ah, mais personne ne sait. Et s'il y en a un qui prétend savoir... Alors, la bonne question. C'est quoi faire du chiffre ? Oui, après il y a des évaluations. Et ben, concrètement, c'est mettre en concurrence les écoles pour qu'ils aient les meilleurs chiffres, les meilleurs résultats aux évaluations nationales. Tout le monde sait qu'elles sont bidons, qu'elles sont bidonnées, qu'elles ne valent absolument pas tripette. C'est une fumisterie intégrale. Mais de leur seule utilité et de leur seule efficacité opérationnelle, c'est de mettre les écoles en concurrence. Et de faire fonctionner les écoles comme des boîtes privées, sur le modèle de la concurrence néolibérale, avec un manager qui va chercher à recruter ses employés, qui vont amener le meilleur chiffre pour recruter les meilleurs clients, c'est-à-dire les meilleurs élèves. On peut dire d'ailleurs que les gens qui mettent ça en place, ils voudraient démontrer que l'éducation nationale ne fonctionne pas du tout, que ça n'a aucun avenir, ils s'y pensent pas autrement. Et que l'école publique ne fonctionne pas. C'est ça, le système public ne fonctionne pas. On va peut-être favoriser le privé. Justement, parce que ceux qui fleurissent de plus en plus, ce sont justement les officines privées. Donc, et pour la formation aussi. Les parents angoissés, donc inscrivent leurs enfants, donc des cours particuliers, donc ça c'est vraiment ça fonctionne parce que effectivement l'école ne peut peut-être plus apporter ou dans donc ce qu'elle est censée apporter, parce qu'on ne parle pas justement des classes qui sont surchargées. Alors moi cette année j'ai quand même vu beaucoup de maternelles, d'écoles maternelles qui sont pas dans les classes, à plus de 32, enfin je trouve ça quand même... Ça en fait des couches. Hein. Oui. Et puis même des classes de cycle 3. En fait, à une époque, les effectifs quand même étaient autour de 24, 25 élèves. Maintenant, la moyenne, il me semble que c'est quand même autour de 30. Et puis des CP qui montent à 30. Oui. Et parce que là aussi, le ministère a fait des études, il a remarqué que lorsqu'on avait moins d'élèves, on travaillait pas mieux. Et donc, du coup, bien sûr, on peut en mettre plus. Donc,
Quand on vit moins longtemps, on n'attrape pas le cancer, oui, d'accord. Donc c'était un petit peu cette idée-là. Mais donc là aussi, ça profite à des officines privées qui donnent des cours particuliers. Il y avait crédit d'impôt jusqu'à 2010 encore. Bon, c'est une niche fiscale qui a disparu, mais il y avait crédit d'impôt pour toutes les dépenses qui concernaient justement le soutien scolaire. Faut que les parents soient habitués, vont continuer. Oui. De toute façon, maintenant, ils n'ont plus de couverture santé sociale, c'est une mutuelle complémentaire. Ils vont s'y faire, Il y a quand même des choses aussi qui parlent de la manière dont on passe la formation. Peut-être que ce soit un concours, qu'il y ait une grande sélection, etc. On peut aussi s'interroger sur l'idée que finalement, ça pétrit aussi le professionnalisme. Ceux qui finissent par enseigner dans la classe, c'est quand même ceux qui ont réussi, mais sur de la sélection. Et c'est je pense qu'on reproduit aussi la manière dont on a vécu une formation. La formation telle que vous la décrivez, c'est une formation où il n'y a que des lus, donc c'est une formation au mérite. Et quand même, au mérite où... On ne sait pas trop, parce que vraiment, on a des étudiants, on les connaît, parce que là, on en avait qui ont préparé les concours l'année dernière. Il y en a vraiment qu'on sent très motivés, ils disent qu'ils sont faits pour ce métier, mais ils n'ont pas réussi les épreuves écrites, parce que ce sont les épreuves... Qui n'ont rien à voir avec le métier. Non, c'est une épreuve de mathématiques et une épreuve de français. Je pense que justement, un des critères d'admission, c'est peut-être d'être formé à la sélection, quoi, de quelqu'un qui va c'est ça qui... C'est pas quelqu'un qui va être dans la coopération forcément. Enfin, moi, je veux des scènes de formation, quand on était en formation, des gens qui ne donnaient pas les cours parce qu'effectivement, ils n'avaient pas envie que ça puisse... ils avaient envie de réussir seuls. Des gens qui après ont été enseignants, on peut se dire qu'une telle façon de procéder, ça va aussi induire ce fait de ne pas partager la... C'était pas encore cette année, parce que les groupes que j'avais, les gamins que j'avais, ils étaient vraiment très bien, et puis il y avait un esprit copain. Mais je crois qu'ils ne se rendaient pas vraiment compte. Et je pense que dans les années à venir, il va y avoir plus cet esprit concours. Donc justement, chacun est conférent de l'autre. Il y a juste une petite question que j'aurais envie de leur poser. Ils vont envoyer qui en banlieue? Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis encore nostalgique de l'école normale. Là, il y avait encore, je dirais, une certaine foi et puis une certaine idée d'avoir un creuset de la société de demain, de construire davantage de vivre ensemble, que de vivre dans cette compétition. Et là, je rejoins tout à fait Brice. Votre population, là, il y en a combien qui sont issus de milieux défavorisés, ceux qui sont en M2? Et plus on augmente, déjà on a vu la différence entre le recrutement école normale qui se faisait en 3e, où là c'était vraiment le vieux rêve de Jules Ferry, ça c'est permettre à chacun de pouvoir un ascenseur social, c'est complètement brisé cette affaire. Et aujourd'hui on se retrouve, quand on a des classes difficiles, ces jeunes-là qui pour beaucoup, pas tous heureusement, mais pour beaucoup ne sont jamais sortis de leur milieu, que ce soit à la maison ou dans leurs études, sont complètement démunis par rapport à des gamins qui sont d'autres couches sociales, d'autres cultures, etc. Et ça, c'est un apprentissage, on passe complètement à côté, il est fondamental. On a connu la formation de l'enseignant dans le grand TGV du numérique héréditaire, et vogue la galère. Je voudrais bien savoir ce que ça va donner dans les banlieues dans 30 ans. À ce moment-là, quand les barbares sortiront du ghetto, on saura sur quoi est lancé. Il y a une chose qui est cassée, vous évoquez les écoles normales. Les écoles normales fonctionnaient un petit peu quelque chose de commun à certaines écoles d'ingénieurs, à savoir, il y a des promotions. Les gens vivent ensemble, se connaissent, etc. Maintenant, dans la formation masterisée, il y a des paquets d'étudiants à un moment donné, d'autres paquets à un autre moment qui ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas un groupe non plus qui est constant dans toutes les matières. Tout est complètement éclaté. Il n'y a plus de lien entre les gens qui se forment. Ça peut aussi avoir des conséquences après, dans les écoles, dans l'exercice du métier. Et il y a comme c'est peut-être une volonté, ça n'est peut-être pas une, mais ça m'apparaît comme peut-être une volonté de casser tout ce qui peut être de l'ordre de la cohésion. Je crois pas au hasard. Bon, peut-être. Bon, voilà. D'autant plus que la hiérarchie, autrefois, était souvent issue aussi de ces fameuses promotions.
pour revenir, l'année dernière, dans une conférence, Olivier Gadré, dans son livre, elle décrivait cette idée de décrochage de l'individu, quoi. C'est-à-dire de faire des individus qui sont décrochés d'un environnement, qui sont décrochés de ce collectif, décrochés de leur propre savoir aussi, parce qu'ils sont tout le temps évalués sur la base de l'autre. Et à un moment donné, c'est des gens flexibles, mais du coup qui sont flexibles sans racines, quoi. Donc, je pense que c'est effectivement, ça se retrouve dans plusieurs, dans la profession enseignante, mais dans d'autres professions aussi. Oui. On peut aussi se demander si ça ne peut pas générer des êtres très rigides plutôt que flexibles. Mais ils peuvent être rigides et flexibles à la fois. Ils peuvent être rigides, même chacun est flexible dans le système, c'est-à-dire accepter tout ce que le système veut leur imposer. Mais ils peuvent être. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va donner comme enseignant? C'est vrai que ceux qui. Parce qu'on a quand même des étudiants qui en veulent. Il ne faut pas croire, il y en a toujours qui rêvent de faire ce métier depuis qu'ils sont tout petits, etc. Et qui en veulent encore. Mais on a quand même beaucoup d'étudiants qui alors vont se rapprocher au manuel et qui vont du coup avoir une certaine rigidité dans leur enseignement parce que en dehors du manuel ils connaîtront rien et donc ils vont simplement tourner les pages d'un manuel et ils ne vont pas être inventifs ou aller donc justement voir où en sont les élèves et ils vont avoir cette espèce de rigidité là. Moi, je ne suis pas totalement pessimiste, parce que des gens aussi mal formés, ils vont se retrouver sur le terrain. Et comme ils vont s'apercevoir que la vie est infernale, ils vont devoir reconstruire un système de solidarité et de cohésion. Ils vont devoir le reconstruire, parce que la formation ne le donne plus. Mais ils seront obligés de le reconstruire, sinon leur vie va être un enfer au travail. Donc en fait, ils vont refaire ce que nous, l'école normale, par exemple, nous avait donné, seulement ils auront simplement perdu énormément de temps. Voilà. Mais pendant ce temps-là, les élèves auront souffert. Et les enfants